Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 206e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 31 mars, il est exactement 18h32 et nous allons parler aujourd'hui de voile olympique au moment où vient de s'ouvrir du côté de Palma de Majorque le premier grand rendez-vous de l'année et de la nouvelle Olympiade, le Trofeo Princesa Sofia, plus communément appelé Semaine de Palma, qui fête cette année sa 54e édition. Pour nous accompagner aujourd'hui, 2 invités qui sont sur place et qui étrennent pour l'occasion leur nouvelle fonction. Ils forment un duo qui succède à la direction de l'équipe de France à Philippe Mourniac, qui entraîne désormais l'équipe de France de SailGP. Le premier est le manager de l'équipe de France. Il s'agit de Loïc Billon. Bonsoir Loïc. Bonsoir Axel. Le second a de son côté été nommé manager de la performance. Il s'agit de Franck Citeau. Salut Franck. Ouais, bonsoir. Messieurs, avant d'échanger avec vous, je vais faire une rapide présentation de cette nouvelle saison de voile olympique. On commence par rappeler que la précédente Olympiade s'est achevée sur un bilan de 2 médailles pour l'équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Sur le plan d'eau de Marseille, l'argent pour Lauriane Nolo en kite, le bronze pour Charline Picon et Sarah Steyart en 49er FX. Philippe Mourniac, qui dirigeait donc l'équipe de France sur cette Olympiade, a quitté son poste et c'est donc un duo qu'a choisi le directeur technique national Guillaume Chiellino pour le remplacer. Loïc, si je ne me trompe pas, tu étais jusqu'ici directeur des équipes de France jeunes, mais on va te laisser le soin de te présenter. Tandis que Franck, tu as notamment été entraîneur de l'équipe de France de NACRA 17 sur les Olympiades de Rio et de Tokyo. Cette nouvelle Olympiade doit donc nous mener jusqu'aux Jeux de Los Angeles à l'été 2028. Elle débute vraiment avec ce Trofeo Princesa Sofia, premier rendez-vous de l'année du nouveau Sailing Grand Slam, circuit international qui ressemble à ce qu'on appelait auparavant la World Cup et réunit cette année 5 épreuves, la semaine de Palma, la semaine de hier en avril, la Kieler Woche, semaine de Kiel en juin, une Long Beach Olympic Classes Regatta en juillet sur le plan d'eau des Jeux Olympiques de Los Angeles, pour finir en septembre par la Dutch Water Week à Almer, aux Pays-Bas. Voilà pour cette présentation. Messieurs, avant d'évoquer cette réorganisation à la tête de l'équipe de France et cette Olympiade à venir, je vais peut-être demander de vous présenter à nos auditeurs. Loïc, on va commencer par toi. Sans te faire injure, tu es peut-être un peu moins connu médiatiquement que Franck. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Oui, bah, moi j'ai un parcours classique, on va dire de voile légère où j'ai fait, alors plutôt du double, hein, moi à mon époque. J'ai commencé par la série L'équipe, après j'ai fait un peu de 420, après j'ai fait de l'Europe, voilà, et puis après j'ai fait 6 ans de 470 où j'étais dans la belle génération des Gilda Philippe, des Tanguy Cariou, voilà toute la génération, de la belle équipe de France de la PO de 96 et 2000 là jusqu'à Sydney. Mais en parallèle de ça, j'ai très vite entraîné. Voilà, j'ai très vite été entraîneur des jeunes et entraîneur national des 420. Après, j'étais entraîneur national de la PO 2008 et avant sur les jeunes jusqu'en 2001, mais la PO 2008 avec l'équipe de Charbonnier, Benjamin Bonneau, Pierre Leboucher et Vincent Garros. Et puis Belle ensuite, génération. voilà, une très belle génération, exactement. Puis Alex Palus, Éric Chapelier, Éric Perron. Enfin voilà, j'ai eu la chance d'avoir tout un tas de jeunes que l'on voit aujourd'hui sur la Coupe de l'América, sur la course au large. Et puis très vite aussi, j'ai été happé, on va dire, par la direction technique et par les différents directeurs techniques nationaux pour structurer le haut niveau français, toutes les structures de haut niveau, mais aussi toute la formation des jeunes, donc aussi bien chez les Bleuets que les moins de 19 ans, et puis après les moins de 23 ans. Et sur la dernière Olympiade, avec le DTN Guillaume Chiellino, voilà, il m'a nommé, on va dire, directeur des équipes de France jeunes, aux côtés de Philippe Mourniac, avec qui on a fait pendant 3 ans un duo assez sympa pour préparer les JO de 2024, mais aussi cette belle génération sur 2028.
Franck, toi, tu as été, on te connaît bien pour avoir été entraîneur de l'équipe de France de Nacra 17, hein, notamment sur les olympiades, de Rio et de Tokyo. Tu étais, moins présent tu n'étais pas au sein de l'équipe de France sur la dernière olympiade, celle qui nous a menés à Paris 2024? Ouais, ouais, ça c'était ouais, ouais, c'était un choix personnel. J'avais besoin de faire une petite pause, après ces 2 olympiades, consécutives, surtout une qui a duré 5 ans, celle du Japon avec le Covid. Et j'étais sorti de là un petit peu épuisé et pour faire ce métier, je trouve qu'il faut énormément de fraîcheur et de disponibilité et je crois que j'en avais plus. Et donc je me suis permis de prendre un petit break, de me former aussi, parce que j'avais besoin de me former encore. Et puis, bah, voilà, je reviens avec le plein d'énergie. Tu t'es formé à quoi? Alors j'ai fait, de l'accompagnement mental, c'est ce qui m'avait D'accord. manqué un petit peu sur la PO de Tokyo. Et donc à l'INSEP, il y avait des formations, ils appellent ça, coach mental. Et donc j'ai fait un master, de 2 ans, sur l'INSEP. Bon, tu n'étais pas complètement déconnecté, de la voile olympique parce que tu continues à entraîner au centre, d'entraînement de Méditerranée à la Grande Motte, hein, c'est ça? Exactement. Et puis je suis venu faire quelques piges aussi avec les équipes de France en suivant, Billy Besson et Noah Ancian. Et puis je suis revenu sur la préparation, finale avec Kinou, Jean-Christophe Mourniac, qui préparait, Tim et Lou. Et voilà, j'ai passé un peu de temps à Marseille aussi avec eux. Bon, forcément, l'un comme l'autre, vous avez eu un regard très attentif et même impliqué sur ces jeux olympiques de Paris, 2024. On va commencer avec toi, Loïc. Quel est un peu le regard que tu as sur les performances, sur les résultats de cette équipe de France? On a dit que c'était un peu peut-être en deçà des attentes qu'on avait auparavant. Quel est toi ton regard? Bah, déjà, je crois qu'il faut déjà se féliciter d'avoir fait 2 médailles, c'est jamais simple, hein. Il faut jamais, on va dire minimiser les médailles olympiques. On a 2 belles médailles, bien sûr avec une médaille, historique en fait pour la voile française avec Charline Picon et Sarah Steyert. Charline qui passe d'un nouveau support olympique et qui voilà, 3 ans après, fait une médaille avec Sarah. Sarah qui avait déjà fait une très belle campagne olympique depuis, les Jeux de Pékin. Donc, voilà, c'est pour nous quand même une médaille remarquable. Donc de belles championnes et puis, bien sûr, Lauriane qui, il y a 4 ans, commençait, bien sûr le haut niveau en kite et puis, c'est vrai qu'elle a dominé, l'ensemble de la préparation olympique et qui, fait une très, très belle deuxième place. Alors c'est vrai que, évidemment, pour elle, prioritairement, on aurait aimé qu'elle fasse une médaille d'or. Elle finit sur une belle médaille, d'argent et je crois qu'elle découvre aussi, l'exigence du haut niveau sur l'environnement des Jeux olympiques, ce qu'on a vécu pendant les 10 jours, sur Marseille. Mais voilà, il ne faut pas minimiser les résultats, on va dire, de ces 2 belles médailles. Après, bien évidemment, on fait de très beaux top 10, un peu en deçà pour certains athlètes, mais voilà, on a quand même 2 belles médailles et où la France est toujours présente depuis, voilà, quelques campagnes olympiques et c'est ça surtout qu'il faut retenir. Franck, toi, ton regard, toi, j'imagine tu avais un regard en plus, un peu plus attentif en plus sur les NACRA 17. Tu disais que tu avais travaillé un petit peu avec Tim et Lou qui ont fait un très beau top 10, hein. Ils sont encore très jeunes, c'était leur début, sur le support. Quel est toi ton regard un peu d'ensemble et en particulier sur eux? Bah, déjà, je partage l'analyse de Loïc, hein, pour avoir connu, moi, des campagnes olympiques où on était revenu avec 0 médaille, hein. C'est vraiment pas la même chose. Celle d'Atlanta et de Sydney, je peux vous dire que c'est vraiment la soupe à la grimace quand tu rentres. Là, on pouvait quand même s'enorgueillir d'avoir ces 2 médailles. Et puis, effectivement, bah, Tim et Lou, ils passent pas loin, hein, 5e, à la fin de ces Jeux, gagnant la medal race. Heu Peut-être qu'ils ont péché un petit peu sur un excès de confiance, sur, ce départ prématuré, mais bon, c'est très compliqué de refaire le match après coup, ils étaient là. Donc quand on est dans les 5 premiers, on est là pour faire une médaille et dommage que ça passe pas pour eux. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez été associés du coup au débriefing qui ont été faits de l'olympiade en général, des jeux olympiques en particulier? On va continuer avec toi, Franck. Ouais, ouais, tout à fait, bah, Philippe Mourniac, avant de partir, a voulu faire, un débriefing, général de ce qui s'était passé, aussi bien sur l'analyse de perf que sur ce qui avait été amené comme travaux, comme développement. Donc on s'est retrouvé à l'École nationale de voile à Quiberon, pour débriefer sur, 2 sessions d'une semaine et ça a vraiment été fructueux parce qu'on s'est beaucoup servi aussi nous, pour repartir sur cette olympiade, éviter les trous qu'ils avaient pu prendre. Et ça a été vraiment constructif en tous les cas et instructif aussi pour nous. Loïc, tu as été aussi associé à tous ces débriefings? Oui, bien sûr, puisque comme j'ai travaillé pendant 3 ans, j'étais très proche de Philippe Mourniac puisque j'étais directeur des équipes de France jeunes et c'est vrai qu'on a bénéficié déjà par notre volonté, je crois qu'on très vite quand, avec Philippe, on a commencé le chemin, de la PO 2024 avec, Guillaume Quelino, le directeur technique national. Très vite, on a mis des bases
de travail collectif. Donc très rapidement, le travail à Marseille, l'association des jeunes, d'avoir une équipe d'encadrement senior et jeune, donc avec la nomination des entraîneurs nationaux jeunes, voilà, fait que naturellement, en fait, on s'est très vite retrouvés sur cette préparation. Et donc, c'était assez naturel aussi que je puisse lui proposer. C'était aussi sa volonté de faire un bilan collectif. Donc, quand on a fait ce bilan de l'Olympiade et bilan des JO, on a aussi associé l'ensemble des entraîneurs nationaux jeunes dans cette fin d'Olympiade. Donc, oui, oui, c'était très bien. Je trouve qu'en tout cas, même pour moi, au niveau professionnel, on n'avait pas eu la chance de pouvoir faire ça à chaque Olympiade. Et là, je crois qu'on a eu toutes les conditions pour justement bien se parler et faire l'état de nos forces et aussi de nos difficultés pour justement relancer l'Olympiade 2028. Donc Guillaume Chiellino, le directeur technique national, a fait le choix pour remplacer Philippe, de nommer un duo, donc tous les 2. Toi, Loïc, tu es officiellement manager de l'équipe de France, Franck, manager de la performance. Pourquoi un duo plutôt qu'une personne seule? Je ne sais pas qui veut répondre? Bah, moi, Vas-y, Loïc. ouais, je peux répondre. C'est vrai que, en fait, depuis pas mal de temps, enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai pu être associé aux différents directeur des équipes de France. Voilà, Guillaume a été aussi pendant 2 Olympiades directeur des équipes. Bien sûr, il a été DTN sur cette dernière Olympiade. J'ai fait moi 3 ans avec Philippe Mourniac. Et moi, ce que j'ai pu dire aussi à Guillaume sur ces quelques mois d'après-jeu, que si on veut, voilà, si on voulait en fait ensemble créer une nouvelle page d'histoire pour la voile française, il fallait peut-être changer des choses. On a les qualités, on a les compétences humaines, on a les compétences d'entraîneur, on a des moyens, on a une belle fédération. Mais par contre, on a 10 séries olympiques. 10 séries olympiques, c'est 10 projets de haut niveau. Alors, on a une équipe de France, mais on a 10 projets. Et là, je vois bien avec PH, avec Philippe, quand on a travaillé ensemble, je voyais bien qu'il y a des moments, il avait besoin de temps, il avait besoin, on va dire, de ressources. Et je crois que, voilà, je pense que aussi bien Guillaume dans sa fonction de DTN et de directeur, et puis je pense que nous, à notre niveau, quand on a pu faire ce bilan, voilà, ça a mûri, hein, ça a mis quelques semaines, quelques mois, mais je pense qu'on était prêts. En tout cas, c'était le moment de changer quelque chose pour justement, voilà, être encore plus performant dans la prochaine Olympiade. Ça veut dire, Franck, que c'était, presque trop pour un seul homme de diriger l'équipe de France et il y avait trop de choses à faire pour un seul homme? Bah, disons que c'est compliqué à un moment d'être partout à la fois. On est quand même, beaucoup en déplacement, beaucoup, sur des points d'entraînement aussi différents. Donc, c'est important de prendre la mesure de chaque équipe. Donc, faut passer du temps avec eux, pour pouvoir être pertinent, hein. Donc Philippe l'a bien fait, hein, mais je pense qu'il y a laissé beaucoup d'énergie. Et donc forcément, à un moment, parce que l'énergie finale, hein, c'est quand même sur les jeux qu'il faut la mettre. Je pense qu'il a dû arriver assez fatigué sur ces jeux olympiques, et en tous les cas, c'est ce qu'il a témoigné. Et donc on s'est servi de ça, de son expérience aussi, pour dire, on va dissocier un peu le management de l'équipe de France, de comment vit l'équipe de France, et la performance, parce qu'on s'occupe aussi de développement de cellules, hein. Il n'y a pas que l'équipe de France, il y a tout ce qu'il y a à côté. Les cellules de l'engin, la CPA, cellule de préparation mentale, la météo, voilà, il y a pas mal de gens qui officient aussi autour de l'équipe de France qu'il faut manager, quoi. Donc ça fait un vrai groupe, assez important, en plus des athlètes et des entraîneurs. Donc, pour un seul homme, ouais, ça faisait beaucoup. Vous aviez déjà travaillé l'un avec l'autre, Loïc, et Franck? Oui, 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 on s'est croisés pas mal, avec, Loïc. Ça fait quand même, ouais, plus de 20 ans qu'on se connaît. Loïc est venu, moi, quand j'étais entraîneur, pour la PO de Rio, est venu, travailler avec moi, sur les NACRA 17. Puis après sur celle du Japon aussi, il m'a rejoint. Il s'occupait aussi des équipes de France jeunes. Et voilà, on est très complémentaires, en fait. Je sais pas si ça se verra par la suite ou même sur les résultats, mais on est quand même assez complémentaires. Justement, dans l'intitulé de vos postes respectifs, donc d'un côté manager de l'équipe de France et de l'autre manager de la performance, qu'est-ce que ça veut dire? Loïc, c'est quoi le rôle du manager de l'équipe de France? Et après Franck, tu me diras toi ton rôle précis. Bah, moi, mon objectif, et ma mission principale, c'est de mettre toutes les conditions de réussite justement de ce duo en fait, entraîneur-athlète. C'est-à-dire qu'en fait, au travers des programmes et bien sûr pour la préparation finale qui est Los Angeles, c'est de mettre toute l'organisation de performance, des calendriers, on va dire mettre l'environnement d'accompagnement des cellules, mettre vraiment le suivi budgétaire, le travail sur la communication, voilà tous les besoins dont ont besoin, on va dire les athlètes et les entraîneurs, et bien sûr Franck, hein, qui va manager ce duo, on va dire ces duos. Ben, moi derrière, je suis là voilà, avec l'équipe logistique, avec toutes les cellules ressources de la fédération pour les mettre dans les meilleures conditions pour performer.
Voilà, donc moi je suis vraiment, on va dire, au regard de voilà des calendriers, des budgets, des contraintes logistiques, environnementales, pour voilà les mettre dans les meilleures conditions du projet de performance. Ça veut dire que toi, Franck, tu es davantage sur le terrain auprès des athlètes? Alors il y a ça, mais je demande aussi beaucoup d'argent à Loïc. Je crois C'est que c'est bien, le vraiment c'est restriction qu'on peut avoir tous les 2. Sorti de ça, oui, effectivement, moi, beaucoup plus proche des athlètes et des entraîneurs, proche des cellules de la performance, comme je te le disais, précédemment. Et puis, bah, en fait, essayer de mettre le cadre sportif, en tous les cas, pour que tout le monde puisse s'épanouir et développer, le matériel pour avoir les meilleurs résultats, quoi. d'accord. Heu, est-ce que l'encadrement de l'équipe de France a dû forcément évoluer après la nouvelle olympiade? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs, et est-ce que c'est toi qui t'es occupé en partie de ce rôle-là, Franck? Ben, disons qu'il y a eu, effectivement, on a essayé de regarder un petit peu les gens qui avaient envie de repartir, hein, parce que ça, c'est important. Je pense que de toute façon, quand tu es entraîneur national, c'est l'envie, hein, qui prime. On est quand même plus de 220 jours, partis de chez soi, il y a un investissement et même quand on rentre, il y a un investissement total. Donc, c'est un peu une mission qu'on se donne. Donc, le choix qu'on a voulu mettre en place, c'est de la fraîcheur avec de la maturité, quoi. Moi, par expérience, pour avoir travaillé sur les gros bateaux ou avoir navigué sur les gros bateaux, les projets qui ont souvent abouti et qui ont amené de la performance, c'était un mixte d'expérience et de jeunesse et chacun pouvait s'apporter sur ses compartiments, quoi. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Loïc et Guillaume. Tu peux nous en dire un peu plus? Il y a est-ce qu'il y a des nouveaux entraîneurs, dans Ouais, par donc support? il y Est-ce que a il y a Philippe Boutgour, qui rentre, sur les 4,70. Voilà, Mmh. donc Philippe était entraîneur national avant France Jeune. Avec son équipe, il a eu des super résultats puisque c'est 4 titres de champion du monde, chez les jeunes. Donc ça, c'était quand même, ça pesait dans la balance. C'était une envie de sa part aussi, de pouvoir, s'occuper des équipes, seniors. Donc on l'a pris. Il y a Christophe Espagnon aussi, qui nous rejoint et qui s'occupe, de l'équipe de laser. Donc pareil, hein, Christophe, bah, Espagnon, vous le connaissez, hein, il a fait les On Jeux connaît. olympiques en tornado. C'est quelqu'un qui a navigué aussi sur les gros bateaux, qui Ouais, a fait pas mal de large, qui a été sur Banque Populaire. Je crois qu'il a fait le tour du monde, sur Banque Populaire. Je crois même exactement, qu'il est ouais. détenteur du record, sur Banque Populaire. On a rajouté, en Antoine kite, Weiss. Antoine Weiss, voilà, qui arrive aussi, qui était chez les France Jeunes. En fait, je me demande si Loïc a pas amené toute son équipe, France Jeunes, et qu'il les a pas un peu pistonnés, quoi, parce qu'on en a beaucoup récupéré quelque part. Mais c'est la suite logique. En fait, on a trouvé ça très intéressant, qu'ils soient formés, qu'ils prennent le temps et la mesure du poste, et qu'après avec un peu de maturité et ils soient prêts à aussi, à aller sur les seniors, quoi. Ouais, il y avait besoin de justement comme tu disais, tout à l'heure, de donner un peu de fraîcheur, un bol d'oxygène à l'encadrement aussi. Ça, il faut renouveler les cadres de temps en temps. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors après, il y a des gens qui sont capables d'enchaîner, les campagnes olympiques. On a Gilda Philippe, hein, c'est notre vétéran, Ouais. voilà, parce que je crois que c'est sa 5e en tant qu'entraîneur ou 6e, je sais même plus, tiens, je vais pas compter, mais voilà. Et puis, il y en a d'autres, bah, comme c'est mon cas aussi. Moi, au bout de 2, j'étais quand même assez ruiné et voilà, il y a un équilibre à trouver, pour permettre, bah, voilà, ce suivi, quoi. Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'englobe le terme d'équipe de France? Quand on dit l'équipe de France de vol olympique, c'est qui? C'est quel support, Bah, l'équipe de France, alors bien sûr, ça sera 10 séries olympiques. Ce sont des athlètes qui ont fait des performances. Voilà, pour 2025, on est en train de la finaliser. Elle sera officielle avant la semaine olympique de hier, puisqu'on est en train de valider, on va dire, tous les projets, on va dire, avec les athlètes et leurs entraîneurs et les entraîneurs nationaux. Donc pour 2025, ce sont des athlètes qui ont fait des performances sur les championnats du monde 2024 et les Jeux olympiques pour un top 8. Donc le top 8 championnat du monde et Jeux olympiques, c'est des athlètes qui, sur projet, bien sûr, qui nous vont nous présenter, que l'on validera en termes de projet, seront en équipe de France, donc pour l'année 2025. et tu peux nous rappeler, ça donne droit à quoi d'être, sélectionné dans l'équipe de France? Ça veut dire que c'est un suivi, c'est un encadrement, j'imagine? C'est aussi un accompagnement, financier puisque il faut bien que ces athlètes, pour performer, puissent, avoir un minimum de confort financier?
Exactement, bah, oui, ça c'est exactement ça. C'est toute, déjà la priorité c'est l'entraîneur, hein. Je pense que voilà, le duo athlète-entraîneur, donc là c'est ce que précisait tout à l'heure, Franck, hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 10 entraîneurs nationaux qui sont nommés. On est en train aussi de finaliser les entraîneurs nationaux jeunes et pour l'équipe de France, c'est 10 entraîneurs nationaux. C'est aussi toute la partie logistique, donc le matériel de la fédération, donc toute la logistique, de matériel roulant. C'est du matériel aussi pour les athlètes, tous les bateaux, toutes les voiles, les mâts qui sont mis à disposition. C'est l'accès aussi à nos 5 pôles France. On a la chance d'avoir 5 sites d'entraînement de haut niveau, entre Brest, La Baule, La Rochelle, la Grande Motte et Marseille. Donc ils ont 5 installations de haut niveau pour s'entraîner. C'est accès à toutes les cellules de la performance, donc sous le pilotage, maintenant de Franck. C'est, tout le suivi tout le suivi social. Pour la plupart, ils sont tous en contrat, soit à l'armée, soit avec des contrats d'insertion professionnelle. Alors, anciennement, on a eu quelques contrats aux douanes, voire on a aussi un contrat, voire 2 contrats aujourd'hui à la SNCF. Donc, voilà, c'est tout cet accompagnement et puis aussi, bien sûr, des bourses de fonctionnement, leur sont mis à disposition, voilà, avec notre principal partenaire qui est l'Agence nationale du sport, sur lequel il y a des bourses de fonctionnement et aussi des bourses matérielles. Donc, voilà, des expertises, des préparateurs physiques, enfin, voilà, c'est vraiment tout cet accompagnement qui est fait entre, l'ensemble des dispositifs nationaux et les pôles sur lesquels ils sont rattachés. Et c'est un statut qui est renouvelé, chaque année? Oui, tout à fait, le statut est annuel. Donc là, les objectifs de performance pour intégrer l'équipe de France va un peu évoluer pour, 2026, où là, la performance pour intégrer l'équipe de France 2026, ça sera un top 6 au championnat du monde. Donc les enjeux sont importants, hein, là, c'est pour ça que pour Palma, c'était important que, voilà, qu'on rentre assez vite dans la compétition en ce début d'année. Mais voilà, pour toutes les séries et pour tous les athlètes, l'objectif, principal de l'année est le championnat du monde et il faut faire un top 6 pour intégrer l'équipe de France 2026. Franck, il y a beaucoup de nouveaux duos qui se sont constitués, dans plusieurs supports, hein. Je sais pas, 49ers, 49ers FX, 4-7 et tout ça. Quand un nouveau duo se crée comme ça, ils te demandent, ils te sollicitent, leur avis, ton avis plutôt et ils disent comment ça se passe exactement? Est-ce qu'ils j'imagine qu'ils Bah, en fait, on a quand même un point de rencontre, hein. Moi, j'essaye de mettre de la communication quand même entre nous et effectivement, moi, j'ai écouté tous les projets, j'ai rencontré tous les athlètes de l'équipe de France pour connaître un peu leurs projets, leurs envies, leur façon de fonctionner aussi et puis, de mettre du lien entre l'entraîneur, et eux et bah, en fait, mettre de l'huile dans les rouages, quoi. Donc ces nouveaux équipages qui se sont constitués, bah, je trouve que là, sur Palma, en tous les cas, sur cette première journée, bah, c'est plutôt une réussite. On va voir sur la durée, hein, bien sûr, mais pareil, c'est aussi de la fraîcheur qui est amenée, sur chaque groupe, quoi. Ouais, et il y a notamment une très forte densité dans certains supports, hein. Je regardais la liste des inscrits, en tout cas à Palma en 49er, est assez impressionnante, hein. Il y a quand même du palmarès dans les marins qui sont au départ. Comment ça se gère? Au départ d'une olympiade, parce que j'imagine que, bah, tous ils sont focus sur, les Jeux de Los Angeles et c'est tous leur objectif. Comment on accueille, une telle densité? Bah, je crois qu'ils sont habitués, hein. C'est quand même des Ouais. sportifs de haut niveau. Ils font ça depuis des années. Heu, la médaille en est que plus belle, quand tu arrives à gagner devant, parce que là, ils sont 93 ou une centaine de bateaux, présents sur Palma. Là, on a quand même, Émile, et Lucas qui sont en tête aujourd'hui et puis les autres qui sont pas loin. Donc ça donne une émulation aussi au groupe. Moi, je trouve la concurrence, c'est toujours sain, en fait, quelque part. D'abord, ça permet de s'évaluer, ça permet de se comparer et puis ça permet aussi de se sublimer, quoi, quelque part. Ouais, bien sûr. Quand tu parles d'Émile et Lucas, je précise, Ah Émile pardon, Amorós et Lucas Rual, ouais, exactement, heu, excuse-moi. qui étaient d'ailleurs, aux Jeux de Tokyo, si je ne me trompe pas. Tout à fait, qui sont champions d'Europe, en titre. D'accord. Et je rappelle que dans cette série, des 49ers, on a aussi la nouvelle association Jean-Baptiste Bernaz, Jérémy Mion et les champions du monde, premiers champions du monde de l'histoire de la série, Erwan Fischer et Clément Pékin qui étaient, aux Jeux de Marseille. Loïc, est-ce que quand on parle d'équipe de France, est-ce qu'on parle aussi d'équipe de France jeune? Quel statut ont les jeunes par rapport à l'équipe de France «titulaire» entre guillemets? Bah, en fait, on est sur la même base de performance, hein. C'est-à-dire que bien sûr, la priorité, c'est les titres et les podiums sur les championnats du monde jeunes dans leur catégorie d'âge, donc sur les moins de 23 ans et moins de 19 ans. Alors sur support, enfin, l'objectif, c'est bien sûr de les associer sur les supports olympiques. Donc ils peuvent être, champions du monde en moins de 19 ans et ils sont en équipe de France jeune s'ils sont sur un support olympique. Voilà et après aussi, bien sûr, on a aussi
on va dire des repères, des curseurs de performance sur les championnats du monde senior où un jeune de moins de 19 ans ou de moins de 23 ans peut être sélectionné et faire une performance remarquable sur les championnats du monde senior. C'est aussi ça qui est intéressant dans notre projet, c'est de faire accélérer, on va dire casser les strates de ces jeunes. Donc on a des repères non seulement sur les performances jeunes, mais aussi sur les championnats du monde senior. Tu viens on l'a dit tout à l'heure, tu étais entraîneur des équipes de France jeunes. Quels sont aujourd'hui, les jeunes les plus prometteurs et les jeunes qu'on pourrait pas notamment retrouver éventuellement, aux Jeux de Los Angeles dans maintenant 3 ans et demi? Bah là, par exemple, on a une très belle équipe jeune de 4,70, hein, Philippe Boudgour qui les a accompagnés pendant 4 ans. Ils sortent avec 3 titres de champion du monde. Ils ont fait, je crois, 1, 2, 3 au championnat du monde. Ils ont fait 1 et 2, enfin 2 et 3 pardon, au championnat d'Europe jeune en 2024, ce qui est remarquable. Donc On va les citer, hein, voilà, Mathis c'est Paco et Mathis Lucie. Paco, voilà, et Lucie De Gene, avec voilà, Loman Valade et Julien Bunel, et puis on a Manon Penanea et Pierre Villot. Voilà, ces 6 jeunes-là, voilà, l'objectif, c'est qu'ils travaillent ensemble le plus possible, qu'ils partagent. Il y aura bien sûr des moments difficiles, mais cette équipe-là, elle est remarquable. On a aussi le travail en planche à voile. On a toute une belle génération. Alors, il y a aussi des seniors, hein, avec bien sûr la tête d'affiche qui est Nicolas Goyard, mais on a Youn Pouliquin, on a Louis Pignolet, voilà, on a Gaspard Carfantan, on a Lucas Gaden, on a Adrien Mestre, voilà, on a Émile Roulet. Enfin, voilà, on a une très, très belle génération de planchistes. On va aussi surveiller le retour de Thomas Goyard, voilà, de voir un peu après, un peu, voilà, sa médaille, on va dire, de Tokyo, et le support qui, je pense, ne lui convenait pas forcément là sur Paris. Mais en tout cas, voilà, on va regarder aussi la performance de Nicolas. Mais je crois là, en planche à voile, on a ici une très belle génération. On a les IQ femmes. Voilà, je crois il y a Lisa Caval qui est 4e ce soir. Voilà, c'est aussi une jeune fille qui a été championne du monde jeune il y a 2 ans, vice-championne du monde l'année dernière, voilà, qui est en train de continuer à progresser. Enfin, dans pas mal de séries, justement, et c'est ça qui est aussi notre héritage, c'est qu'en même temps qu'on a préparé 2024, on a aussi préparé 2028 avec cette jeune génération. Et comme le disait Franck, bah, cette première journée, elle est très encourageante parce qu'on les voit prêts, on les voit présents en tout cas dans cette première journée. C'est ce qu'on attendait, voilà, avec impatience, avec Franck là sur ce lancement de championnat. Tu parles d'héritage et l'héritage des Jeux, c'est aussi, le site de Marseille dont l'équipe de France hérite. Aujourd'hui, de quelles installations vous disposez à Marseille? Est-ce que vous récupérez, la totalité de la base de nautique? Comment ça se passe exactement? C'est notre Clairefontaine à nous un peu, hein. Ouais, voilà. C'est un outil moderne, avec de l'espace, des salles de mesure, du stockage, dans une grande ville, donc avec des moyens de communication assez faciles. Voilà, c'est vraiment un outil pour le 21e siècle. On a modernisé en fait notre outil de performance et il est à Marseille maintenant, et vraiment moi, en tous les cas, personnellement, je suis ravi d'avoir cet outil et de pouvoir compter dessus, quoi. D'accord, et tous les supports sont réunis au même endroit ou comment ça se passe exactement? Est-ce qu'il y a par exemple, je sais vous parliez des 5 pôles fédéraux, tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un pôle fédéral qui est spécialisé dans un support ou tout est mélangé? Non, ça peut être mélangé, mais effectivement, il y a une répartition naturelle, qui s'est fait sur les 5 pôles, entre les engins volants et non volants, mais on peut dire que Marseille regroupe souvent, sur tous les thèmes, les 10 séries olympiques ou les 6 supports, quoi. Voilà. D'accord. Un petit mot sur les Jeux de Los Angeles, hein, c'est encore, assez moins plus ou moins lointain, mais, est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas Loïc ou Franck, comment va se passer le processus, de qualification? On rappelle qu'il y a 10 séries, ça sera, si je ne me trompe pas, les 10 mêmes séries, qu'à Paris. Comment la France va s'y prendre pour essayer de qualifier les 10 séries? Bah là, déjà par rapport à la fédération internationale, donc World Sailing a défini déjà un process. Alors, il n'est pas encore totalement officiel puisque voilà, on attend la confirmation des dates des épreuves. Alors, enfin, si vous avez suivi les événements à Valence en Espagne, en fait, on devait avoir un championnat du monde des classes solitaires, donc épreuve qualificative pour les séries solitaires en 2026. Et il a été reporté, même annulé à Valence. Il est reporté au printemps 2027 au Brésil. Donc ça sera notre première étape de qualification pour les supports, donc les séries solitaires. Et pour les doubles, ça sera donc, on n'a pas non plus encore la date, mais ça sera à Gdynia en Pologne, où là, ce sont les séries doubles qui auront leur système de qualification.
et on aura, comme sur l'Olympiade 2024, une last chance regatta où les nations qui n'auront pas eu leur quota, ils finiront sur une épreuve. Donc là, pareil, on n'a pas encore le lieu et la date de l'épreuve, mais elle aura lieu bien sûr en 2028. Donc au printemps 2028, on aura pour les pays non qualifiés la dernière chance pour prendre les derniers quotas aux Jeux Olympiques. Nous, en tout cas, notre ambition, c'est dès les championnats du monde 2027, donc que ça soit au Brésil ou à Gdynia pour les doubles, c'est d'obtenir le maximum de quotas et de ne pas d'attendre le printemps 2028 pour se sélectionner. Donc, ça, c'est les premières choses qui viennent de tomber. Ça date d'il y a quelques jours. Hein, Ouais. l'étape, on va dire, le championnat du monde des classes solitaires vient de tomber là, il y a quelques jours au Brésil suite à l'annulation du championnat du monde à Valence. À Fortaleza, C'est précisément. ça, exactement, exactement. Est-ce que vous êtes déjà allé sur place, sur le plan des jeux de Los Angeles? Est-ce que vous commencez à prendre des repères là-bas? Comment ça se passe exactement? Alors moi, j'y suis allé, mais j'étais très jeune, c'est quand je courais en tornado, donc Ouais. ça remonte. J'ai fait quelques épreuves aussi, en gros bateau, mais non, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Pour l'instant, en fait, on ne sait même pas si c'est encore, Long Beach. Il y a D'accord, ouais. beaucoup de questionnements, sur cet accueil. Ça, on va en savoir un petit peu plus, je pense, dans les mois à venir. En gros, ça sera quand même Los Angeles, mais où exactement, on ne sait pas. Mais oui, oui, alors le problème, hein, c'est que pour aller à Los Angeles, ça coûte très, très cher. Donc on va pas pouvoir se permettre, tous les ans de pouvoir y aller ou même de pouvoir y aller plusieurs fois. On est en train d'essayer de repérer, il y a une commande justement à la cellule météo, de repérer, les sites qui pourraient ressembler le plus possible, à Los Angeles, à 3 heures, d'avion de Paris, quoi. Et D'accord, et ça peut ressembler à quoi? Alors ça peut être, quel alors ce qui est incroyable, c'est que ça tombe à Lorient. c'est l'Orient Déjà, parce qu'on appelle qui ça Los ressemble Angeles, tu vois? exactement. Voilà. Et puis non, ensuite, ce qu'il nous fallait, c'était, une côte à droite. Ça, c'était vraiment important. Une île pas trop loin, donc on a Groix et puis, des courants, un peu de houle et un thermique, qui se lève tout l'été. Donc on est en train de regarder justement pour mettre un camp de base entre juin et septembre, sur Lorient pour profiter aussi des installations à Lorient. On est en train de regarder des partenariats avec, Banque Populaire et puis d'autres. D'accord, ouais. Heu, donc ça serait vraiment intéressant pour nous, de brasser les cultures, et puis d'être présent sur l'Orient. Cette nouvelle olympiade donc démarre vraiment, avec cette semaine de Palma qui fait donc partie, comme je disais tout à l'heure, d'un nouveau circuit, qui a été baptisé le Grand Slam, Grand Chelem en français. Et en quoi ça consiste exactement ce circuit? C'est juste un label ou est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ouais, bah, c'est aujourd'hui un label. C'est vrai que World Sailing a toujours essayé de chercher de valoriser, on va dire son circuit olympique, que ce soit par, World Cup, voilà, il y a eu différents labels. Là, elle veut relancer avec cette nouvelle olympiade de Los Angeles ces 4 épreuves phares, hein, que sont, la France, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bien sûr, en y rajoutant maintenant, Los Angeles et les États-Unis. Voilà, il n'y a pas de classement mondial comme on pourrait connaître, aujourd'hui avec, on va dire avec d'autres fédérations. En tout cas, ce qui est pour nous important, c'est d'avoir ce circuit. C'est vraiment très important en même temps que les circuits des classes pour justement, bah, voilà, nous étalonner, voilà, nous évaluer par rapport à la concurrence et aussi nous, bien sûr, voilà, ajuster nos travaux avec l'ensemble des 10 séries olympiques et l'ensemble des athlètes. Comment s'est préparée cette 1re saison? On voit souvent les athlètes, il y a des régates notamment d'entraînement ou même des régates un peu officielles aux Canaries. Est-ce que ça a encore été le cas cette année? Bah, là, le démarrage a été un peu plus long. On est quand même sur une année post-olympique. Bien Donc il y a sûr, des ouais. athlètes qui ont pris assez très tard, hein, quelles que soient les nations. Effectivement, il y a eu, il y a quelques endroits comme les Canaries, il y a aussi le Portugal avec, Vila Moura. En tous les cas, les Européens se sont répartis un peu pour ceux qui avaient repris et les jeunes se sont répartis sur ces 2 sites. Mais, nous, on avait fait le choix de rester en France sur cette reprise. On a vraiment recommencé en douceur. Voilà. D'accord, et quels sont un peu les objectifs justement, là vous êtes à Palma, donc les régates ont commencé aujourd'hui. Tu vas peut-être nous dire d'ailleurs, Franck, si elles ont bien débuté pour l'équipe de France. Quels sont un peu les objectifs sur une première épreuve comme ça? C'est vraiment une remise en route ou d'entrée, vous mettez un petit peu de pression sur, vos athlètes en leur disant: «Bah, il faut être là dès le début»? Non, alors, la pression déjà, j'aime pas en mettre par principe. Ensuite, voilà, c'est ce que je te disais en préambule, c'est vraiment l'observation. Ah déjà moi, c'est un nouveau métier aussi pour moi, donc savoir Ouais, comment je me bien comporte, sûr.
sur place, dans l'action, voir où je me sens à l'aise et les phases où je vais devoir progresser. Donc ça aussi pour moi personnellement, c'était important de voir un petit peu sur cette première régate. Et puis, là, on sait que pas mal d'étrangers ont repris aussi, hein. Il manque très, très peu de têtes de série. Et moi, je voulais savoir un petit peu où se retrouvait la France, sur l'échiquier et quels étaient les points, à travailler pour les mois à venir et l'échéance qui est, le championnat du monde, quoi. Voilà. Parce qu'on a décidé, en tous les cas, qu'il y aurait qu'une seule épreuve de référence qui sera le championnat du monde, à l'image de ce que peuvent être les Jeux olympiques, hein, ça passe ou ça casse. Heu, donc là, c'était important de savoir un petit peu comment le groupe France, vivait et comment il se comportait sur l'eau, là, à la reprise. Et alors, comment ça s'est passé cette première journée de régate? Alors, j'aime pas faire des pronostics comme ça, mais c'est plutôt de bon augure. Voilà, il y a énormément d'équipages dans les 10 premiers, sur une première journée, même voire, dans les 5 premières places. Il y a certains qui m'ont même surpris, qui sont vraiment présents et présents tout de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc et en plus, ça va donner aussi une dynamique à tout le groupe, quoi. Et je pense que les entraîneurs, comme nous, bah, on attendait, hein, ça fait, quasiment 9 mois qu'il y a pas eu de compétition. Donc on savait pas du tout la reprise, dans quel état ça allait être fait. Est-ce que le travail hivernal allait payer? Est-ce que c'était le bon? Donc voilà, pour l'instant, oui, j'ai envie de dire qu'ils se sont pas gourés, en tous les cas, sur les thèmes qu'ils ont abordés. Et les conditions sur place? Loïc, tu me disais, avant qu'on démarre, cet enregistrement que les conditions avaient l'air idéales aujourd'hui? Oui, oui, on est sur vraiment un Palma classique. Il fait grand beau, voilà, il fait chaud, hein. Ce week-end, il y a eu un petit coup de vent, mais là, on est revenu sur des conditions, voilà, plutôt, synoptiques avec, sûrement un peu de thermique, enfin avec du thermique par-dessus. Voilà, donc voilà, vent du large, donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle journée. Tout le monde aujourd'hui a fait le programme complet, donc voilà, on est vraiment dans une belle semaine de Palma qui commence aujourd'hui, quoi. Tu disais tout à l'heure, Loïc, que l'équipe de France pour la saison 2025 serait officiellement annoncée avant la semaine olympique française à hier. Est-ce que la compétition à Palma va compter un petit peu dans cette sélection ou les résultats seront indépendants des choix que vous avez déjà faits? Non, non, les résultats sont indépendants. En fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez précisé, mais c'est vrai qu'on a mis avec le DTN et puis Franck, on a mis un nouveau cadre de travail, avec une nouvelle organisation, et c'est vrai qu'on demande aux sportifs de nous présenter un projet, de nous présenter un programme, et voilà, on est en discussion avec certains coureurs. Aujourd'hui, on a envie de les accompagner dans une dimension collective. Je crois que c'est vraiment ça déjà notre ambition. C'est vraiment mettre du poids sur le projet collectif. Ça ne veut pas dire que la part individuelle, elle est pas écoutée, elle est pas prise en compte dans le programme et dans le projet. Mais voilà, avant ça, on veut vraiment, voilà, mettre en place un certain nombre de principes, structurants, gagnants, on va dire, pour cette olympiade. Et voilà, bah, ça prend du temps, ça demande des échanges, des allers-retours, entre les entraîneurs, entre les athlètes, avec Franck, avec moi, tout ça. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on prend le temps pour qu'on parte tous sur une bonne base, sur cette nouvelle saison et cette nouvelle olympiade. Et cette équipe de France que vous annoncerez, c'est un bateau par support, sur les 10 séries, un bateau par série, où il peut y avoir, plusieurs, soit solitaires, soit duos dans certaines séries? Ouais, il peut y avoir plusieurs coureurs, puisque justement on va prendre les meilleurs résultats, et donc les podiums, enfin le top 8, pardon, du championnat du D'accord. monde et des jeux olympiques. Donc voilà, bah, sans divulguer nos résultats, voilà, en kite femme, on a trois athlètes de très haut niveau, avec en tête d'affiche Lauriane Nolo, Poema Newland et Jessie Campement. Donc voilà, on discute avec ces 3 athlètes pour justement, mettre en place leur programme, leur projet, au sein du collectif, hein, voilà, autour des entraîneurs nationaux et au sein de la série. Et voilà, pour le moment, on a juste un petit peu notre feuille de route avec elle pour justement, officialiser, on va dire, l'équipe de France, juste avant la SOF, quoi. Ça, c'est un exemple, hein, je prends, cet exemple-là, Bien sûr, mais ouais. c'est le cas dans d'autres séries, quoi. Franck, tu disais que cette année, l'objectif qui leur sera, fixé, ça sera sur les championnats du monde. Ça veut dire que c'est les championnats du monde par série? Il y a un championnat du monde dans toutes les séries cette année? Ouais, tout à fait. Il y aura ça sera sur, chaque championnat du monde, là, dans l'ordre, c'est les lasers qui vont commencer en Chine, après la semaine après la SOF, à hier. Après, ça enchaînera pour, les planches au Danemark, et puis, on a un regroupement de 4 supports, sur Cagliari, en Italie, en Sardaigne, pour finir au mois d'octobre. Voilà. D'accord, et là, l'objectif que tu leur fixes? Dans les 6 premiers, et qui ne se privent pas pour être sur le podium. Voilà, en gros.
Et s'il y a pas 6 premiers, ça veut dire que c'est les athlètes qui seront hors des 6, ils seront pas renouvelés dans l'équipe de France la saison prochaine? Alors, ils ne seront pas en équipe de France, mais par contre, ils peuvent être en groupe France. Faudra étudier la saison, comment ça s'est passé, à combien de places ils loupent l'objectif. Il y aura quand même une discussion sur la valorisation de l'année, mais pour être en équipe de France, ça sera dans les 6 premiers, quoi qu'il arrive. D'accord, donc vous avez augmenté le niveau d'exigence par rapport à l'olympiade précédente? On va dire qu'on l'a reprécisé. D'accord. Un petit mot sur tu parlais du laser, le nom officiel étant, ILCA 7 pour les hommes et ILCA 6 pour les femmes. Jean-Baptiste Bernaz, a été jusqu'ici le représentant, français en laser. Il a fait 5 fois les jeux. Il essaie de du moins, il a un nouveau projet olympique maintenant avec Jérémy Mion en 49er. Est-ce qu'il y a une relève derrière, Jean-Baptiste qui a pris un peu toute la lumière pendant toutes ces années? Il nous en a un peu plus? Bah, tu résumes très, très bien le ce qui s'est passé. C'est que, bah, Jean-Baptiste étant, ce qu'il est, c'est-à-dire champion du monde, hein, quand même, c'est pas anodin Tout à en fait. laser et 1er français à avoir fait ça. Le fait qu'il soit parti de la série, je crois que ça a enlevé le plafond de verre pour ces jeunes et il y a vraiment un gap qui est en train de se passer. Il pense que c'est possible. Alors qu'avant, quand même, il traînait toujours sans dans cette petite musique lancinante qui disait: «Bah, non, il y a JB, bah, non, il y a JB». Et je crois que, bah, la musique s'est arrêtée et je pense qu'ils sont en train de croire dans leur chance et Christophe aussi, Espagnon, arrive bien à mettre ce tempo et je pense qu'on peut être agréablement surpris, sur cette série. Et est-ce qu'il y a des séries où il y a où la France est un petit peu en retard selon vous? Où il y a du plus de travail à faire peut-être pour être, au niveau des meilleures nations? Alors je dirais pas en retard, je dirais, faut qu'elle arrive à maturité. Comme tu le disais, il y a beaucoup de jeunes, qui sont arrivés sur le FX par exemple, et c'est une série, bah, il va falloir gagner en maturité, hein. Ça veut dire qu'elles vont pas elles y arriveront pas, mais il y a 4 ans pour le faire, en tous les cas, et on voit qu'il y a certaines séries qui vont être, sur une évolution un peu plus lente et d'autres un peu plus rapide. On sait que le kite, bah, pour donner un exemple, on pouvait passer de la 50e place à un mondial à la 10e en l'espace d'une année, ce qui est complètement impossible pour d'autres séries. Voilà. Et en accra, toi qui es on sait que tu es particulièrement attaché à ce support que tu as entraîné pendant des années. Et quelles sont les promesses françaises dans cette discipline? Ben, moi, j'ai hâte de voir parce que là, en fait, l'équipage était blessé, donc ils seront pas sur Palma, ils recommenceront à hier. Le premier entraînement, du reste, il recommence maintenant, sur Brest. Et j'ai vraiment hâte de les voir parce que cet assemblage-là me paraît, vraiment très, très intéressant. Aloïs qui a quand même été médaillé, à Tokyo, Tim qui est pas c'est pas loin d'une médaille et qui a vraiment une connaissance du bateau, du support, volant, des supports volants. Je pense que cette association, moi j'ai hâte de les voir en régate, quoi et très rapidement. On rappelle qu'effectivement, Aloïse Retornaz, médaillée de bronze en 470 à Tokyo, fait maintenant équipe avec, Tim Mourniac, en accra 17. Quelle va être la suite du programme de la saison? On en a déjà un petit peu parlé, Loïc. C'est quoi les grands rendez-vous après? C'est bien évidemment la semaine de hier. Est-ce que toute l'équipe de France, se sera rassemblée en amont de cette, semaine de hier? Oui, oui, tout à fait. On a un rassemblement alors à partir du 16, officiellement pour l'ensemble de la délégation et puis, voilà, on lance aussi avec Franck et le DTN, aussi bah, l'officialisation du lancement de l'Olympiade 2028, parce qu'on regroupe tous les Français et les entraîneurs le 18 avril prochain à la SOF. On a une matinée pour bien leur présenter toute notre organisation, les objectifs, le cadre de performance, bien sûr tous les moyens et toutes les personnes ressources avec lesquelles on veut travailler. Donc voilà, vraiment la semaine olympique de hier 2025, ça sera le lancement de notre Olympiade 2028, quoi. Et puis bien sûr, toute la saison, voilà, on est en train de construire aussi tout le reste de la saison avec l'ensemble du staff, quoi. D'accord. Au niveau de leur un petit mot, Franck, toi, tu as été aussi entraîneur d'autres supports. Je crois que tu as été, notamment un petit peu sur CSGP ces dernières années. Ces athlètes, ils font beaucoup, beaucoup de voile olympique, hein. Tu disais, il y a 200-250, je ne sais pas combien de jours exacts de navigation sur leur support. Il faut bouffer de l'eau salée effectivement pour être performant sur des supports comme ça. Est-ce que tu les encourages quand même à aller voir un petit peu ailleurs ou quel est un peu le discours que vous leur tenez? Ah bah, oui, oui, bah, vraiment, vraiment, c'est vraiment la double pratique. C'est aller chercher de l'expérience ailleurs, travailler avec des projets professionnels. Vous êtes déjà des professionnels dans votre domaine.
vous pouvez apprendre des autres, vous pouvez apprendre d'un équipage, vous pourrez apprendre d'un nouveau poste. C'est toujours naviguer, c'est toujours enrichissant, quel que soit le support. Voilà. Alors si en plus vous pouvez aller sur des supports de haut niveau, et qui correspondent à votre pratique, ne vous gênez pas, quoi. Du reste, on a mis un minimum de jours sur support qui était, je crois, de 200 jours et on ouvre 50 jours sur, des supports divers et variés, quoi. Il y a vraiment un travail à côté à faire et aller chercher de l'expérience et de la connaissance. Loïc, tu parlais tout à l'heure aussi d'accompagnement social. Est-ce que, la fédération, vous, au sein de l'équipe de France, vous les aidez aussi à aller chercher un peu des partenaires, hein? On sait que c'est pas non plus, très, très facile de vivre de la voile olympique, hein, c'est un vrai sacerdoce. Est-ce qu'il y a un accompagnement là-dessus de la part de la fédération et de l'encadrement de la fédération? Alors, à notre niveau, on essaye de le faire, mais je pense qu'ils sont vraiment, eux, au contraire, bien câblés, en fait. Cette nouvelle génération, au contraire, je pense qu'elle a bien compris que, bien sûr, elle pouvait compter sur le soutien de la fédération, mais elle devait aussi être autonome, on va dire, aller chercher des moyens complémentaires. Et parce qu'aussi, on leur a dit très jeune, hein, on ne peut pas, dans les petites catégories d'âge, justement, tout financer. Donc, très vite, cette génération, on va dire, elle est allée chercher des moyens, elle s'est organisée. Donc, voilà, nous, on les soutient, on leur met un maximum de communication, on les valorise au travers de l'ensemble de nos dispositifs et le service com de la fédération et le partenariat, mais et bien sûr le service juridique aussi pour les aider dans leur micro-entreprise. Mais déjà, je trouve que cette génération, par rapport à ce qu'on a pu connaître nous à notre niveau, ils sont prêts, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bien pris conscience que ben, il fallait chercher des partenaires et ils se sont organisés justement avec leur réseau personnel pour aller justement chercher des moyens complémentaires. Mais bien sûr que nous, on est en soutien au niveau communication, au niveau partenariat et juridique pour les aider dans les questions qui peuvent se poser pour trouver des partenaires complémentaires à leur projet. Eh bien, parfait. Nous avons bien fait le tour de ce début de saison, de la voile olympique. On va vous laisser aller débriefer les régates du jour, avec les athlètes de l'équipe de France. On vous souhaite, tous les 2 une bonne semaine de Palma, des bons résultats et on vous retrouvera dans un mois, pour la semaine olympique française de hier, qui est toujours un rendez-vous important pour la Fédération française de voile et l'équipe de France. Messieurs, merci beaucoup. Profitez bien du soleil de Palma et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 207e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!